Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens encore sur 4 très bons films qui ont bidé au box-office. J'en avais fait une vidéo la semaine dernière avec l'échelle de Jacob, avec La Nuit du Chasseur, vous aviez aimé le format, donc je reviens pour une nouvelle salve pour 4 films que personnellement j'adore, certains même qui sont considérés presque même comme des chefs-d'œuvre. Allez, on commence tout de suite par le premier. Wyatt Earp, réalisé par Lawrence Kasdan avec Kevin Costner, et donc ça, on peut appeler ça clairement un bide retentissant. C'est un western que j'aime énormément, ce n'est pas mon western préféré, ce n'est pas non plus le meilleur western de tous les temps, faut peut-être pas exagérer, mais pour moi c'est un très bon film, un très bon western, et pour tout vous dire, c'est un film qui a coûté 65 millions de dollars et qui en a rapporté 25. Donc autant vous dire que le four, le bide est retentissant, et on peut même constater qu'à ce moment-là, au moment de la sortie de Wyatt Earp, c'est un petit peu le début de la fin de la starification pour Kevin Costner. Je dis pas que c'est le début de la fin en tant qu'acteur, parce qu'il va évidemment jouer beaucoup d'autres rôles après Wyatt Earp, mais en tant que star, il faut pas oublier que dans les années 90, fin des années 80, début 90, c'était vraiment une star, Kevin Costner. Et le problème, c'est que Wyatt Earp va commencer à sonner le glas en fait de sa starification, parce qu'après, il va enchaîner les gros films et les gros fours, Waterworld et The Postman qu'il va réaliser. Et Wyatt Earp fait partie malheureusement de ces gros fours, pour moi un petit peu injustifié, parce que quand on voit la bande-annonce, on se dit qu'on va avoir le droit à un grand western, et pour moi c'est le cas. Il faut savoir que ce film donc va raconter l'histoire de Wyatt Earp, Tombstone, le règlement de compte à Hockey Coral. Il y a un film qui va sortir à peu près à la même période, un excellent film de Cosmatos qui s'appelle Tombstone, mais qui pour le coup est beaucoup plus frontal, beaucoup plus dur, beaucoup plus sec, alors que Wyatt Earp va tout miser en fait sur l'aspect romancé des choses, presque même un petit peu romantique aussi, et donc il s'inscrit pour moi purement dans la grande lignée des films purement hollywoodiens, avec aussi un petit peu son lot de défauts, faut bien le dire. Alors c'est un film qui est assez long, c'est un film qui va durer 3 heures, et il faut bien constater quand même quelques erreurs de rythme, quelques petites longueurs, surtout en milieu de film. Rien de bien grave évidemment pour apprécier ce long et beau western, mais quand même, on a l'impression qu'à un moment donné, Lawrence Kasdan est un petit peu complaisant avec son histoire, complaisant avec ses personnages, et qu'il fait un petit peu traîner certaines scènes un peu trop en longueur à mon avis, et on se dit bon voilà, maintenant j'ai envie de voir ce fameux règlement de compte à Hockey Coral, vas-y amène-moi là-bas, évite toutes ces scènes un petit peu longues qui servent pas à grand chose, et amène-moi finalement à la finalité de ce que tu as envie de me dire. Et on a quand même cette impression que ça traîne un petit peu en milieu de film, ça c'est un petit peu dommage. Mais la grande réussite du film évidemment, à part les décors grandioses et qui font rappeler mais totalement un western hyper authentique, même si pour moi on est loin évidemment pour moi d'un western totalement crépusculaire comme on a pu le voir chez Clint Eastwood, Impitoyable et tous ces films-là, on n'est pas du tout là-dedans, mais on est vraiment pour moi dans un western authentique avec une production design, une direction artistique qui est hyper réussie, et surtout le point fort pour moi c'est le scénario, puisque c'est l'évolution de Wyatt Earp qu'on va suivre, et il part d'un espèce de gamin un petit peu foufou comme ça, et d'ailleurs il faut saluer quand même aussi la prestation de Kevin Costner, parce qu'à cette époque-là, bon il a quand même un certain âge, Kevin Costner, il n'est pas vieux mais il n'est pas tout jeune non plus, et il va réussir quand même à camper ce Wyatt Earp jeune, un petit peu dingue, un petit peu un petit peu foufou quoi, et qui va petit à petit évoluer. C'est un homme qui va être marqué en fait par les épreuves de la vie, par la mort de sa femme, etc. Après, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est vrai que c'est un homme qui va réellement évoluer, qui va être de plus en plus marqué, de plus en plus dur au fond de lui, avec cette espèce de cœur qui se dessèche petit à petit, alors qu'au début, il partait pas du tout comme ça, et donc on va suivre comme ça cette lente progression comme ça, et qui est archi passionnante, et qui est pour moi superbement mise en scène par Lawrence Kasdan, bien évidemment. On va être aussi témoin de son amitié avec Doc Holliday, superbement campé par Dennis Quaid. On va aussi assister à sa façon de régler les choses de façon un petit peu extrême, un petit peu jusqu'au boutiste, de régler les problèmes à Tombstone. Donc ça, c'est plutôt passionnant, parce qu'on voit un homme qui a complètement, basculé, entre guillemets, pas du mauvais côté, mais quelque part qui a une drôle de manière quand même de régler les problèmes dans les villes. Et puis on va avoir aussi tout un passage sur son enfance avec Gene Hackman qui va jouer son père. Là, on va avoir le droit à des scènes intéressantes,
à des envolées un petit peu lyriques, sublimées par la superbe musique de James Newton Howard, mais parfois on va avoir des dialogues, allez, un petit peu qui manquent de subtilité, on va dire, des trucs assez manichéens, le monde est plein de dangers, etc. Bon bref, on va pas avoir, si tu veux, de grandes lignes de dialogue pour moi dans cette partie-là, c'est un petit peu dommage, mais j'ai toujours trouvé que cette histoire romancée marche extrêmement bien tout au long de ces 3 heures. Et puis on aura aussi le droit à des gunfights incroyables, à des séquences de flingues énormissimes. Je vous conseille énormément ce western si vous n'avez pas vu Wyatt Earp. C'est pour moi un grand western, c'est pas le meilleur western que j'ai vu. Et ce film fait partie de ces westerns qui ont totalement bidé et qui n'ont pas rencontré son public à l'époque de sa sortie. C'est dommage, donnez-lui une chance en regardant Wyatt Earp. Deuxième film de cette sélection. Frost Nixon, réalisé par Ron Howard et qui pour moi, pour le coup, fait partie, oui allez, disons-le, du meilleur de Ron Howard, même si j'adore ce réalisateur et j'aime énormément la majorité de ses films, mais le truc c'est que là, Frost Nixon pour moi c'est le film de la maturité, c'est le film peut-être le plus intéressant de Ron Howard, qui a obtenu 5 nominations aux Oscars, meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur pour Frank Langella, et nomination amplement méritée, mais je crois qu'il est reparti totalement bredouille de la cérémonie, c'est dommage, parce que franchement c'est un film qui aurait mérité vraiment de gagner des statuettes. C'est un film archi intéressant, c'est un film politique, mais attention, qui n'est pas ennuyeux, hein, pour ceux qui n'y connaissent rien, etc. Ce n'est pas du tout ennuyeux, parce que justement tout le talent de Ron Howard, c'est de rendre le contexte politique de cette époque totalement ludique, totalement compréhensible, pour que même ceux qui pigent rien à la politique puissent évidemment être pris dans le film, être impliqués, et c'est ça la grande force de Frost Nixon. C'est la première fois que moi je découvrais l'acteur Michael Sheen, vraiment que j'ai trouvé fabuleux, parce que derrière cette espèce de sourire de façade, on découvre évidemment un journaliste qui a envie vraiment de piéger Nixon lors de ce fameux interview, et là tu as un film où tu as 2 hommes qui veulent absolument prouver quelque chose. D'un côté, tu as donc le journaliste David Frost qui veut prouver que ce n'est pas juste un animateur de show de variété, qui peut animer une interview politique et qui va finalement être l'œuvre de sa carrière, l'œuvre entre guillemets. Et de l'autre côté, tu as un Nixon qui a tout à prouver parce que c'est un homme qui veut se relancer après évidemment l'affaire du Watergate. Donc on va avoir évidemment tout ce cheminement psychologique dans le film qui va être méga intéressant, qui va être super bien mené par Ron Howard, qui va évidemment sublimer ses personnages et qui va justement nous montrer comment ces 2 personnes, comment ces 2 hommes veulent absolument reconquérir un public évidemment différent pour l'un et pour l'autre. Alors on a le droit dans ce film à un véritable combat de boxe. Et c'est de cette façon-là que Ron Howard va articuler son film. Un véritable combat de boxe, sauf que ça se passe sur des canapés, en champ contre champ, en mode discussion. Mais on va avoir le droit évidemment à des séquences totalement interrompues où tu vas avoir le staff en fait de chaque personne, de Frost d'un côté et de Nixon de l'autre, qui vont les conseiller sur la stratégie à adopter pour la suite de l'interview, parce que évidemment le but de Frost c'est de coincer Nixon, et le but de Nixon c'est d'utiliser toute son expérience pour justement ne pas se faire coincer par ce journaliste. Et donc on va assister à ce duel à mort, à ce combat psychologique avec une tension extrême, et ça Ron Howard saisit vraiment extrêmement bien cette espèce de tension comme ça entre les 2 hommes. On a des moments de silence gênants, on a des moments de gros plans où Ron Howard va vraiment filmer ses protagonistes en gros plan, quand ils sont piégés, quand ils se retrouvent vraiment poussés dans leur dernier tranchement. C'est absolument fabuleux, c'est subtil, c'est fort. Donc finalement pour moi ce Frost Nixon c'est un grand moment de l'histoire américaine qui est filmé, je dirais, avec subtilité, nuance, élégance également. C'est-à-dire qu'on connaît évidemment, à l'issue de ce film, les bords politiques de Ron Howard, hein, on va pas se mentir. On sait très bien qu'il est plus démocrate que républicain, bien évidemment, mais pourquoi c'est un film subtil? Parce que justement, il évite tout manichéisme dans ce film, même si, oui, il va être plus démocrate et que Nixon, c'est un des présidents les plus détestés de l'histoire des États-Unis, bien entendu. Mais le truc, c'est que justement, il va pas en faire son punching ball, Ron Howard. Il va énormément nuancer son personnage, il va lui donner évidemment beaucoup de failles, mais il va lui donner énormément d'humanité, il va l'humaniser à fond. Et franchement, c'était pas facile de pouvoir humaniser Nixon, qui est vraiment, je le redis, vraiment archi détesté. Et le truc, c'est ce que va faire Ron Howard.
Award. Donc c'est un film qui n'est pas manichéen, c'est un film subtil, c'est un film intelligent. Il faut absolument que vous regardiez Frost Nixon. C'est un excellent film qui n'a pas rencontré son public à l'époque, donc c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. 25 millions de budget pour 27 millions de gains, donc autant vous dire que ce n'est clairement pas un succès. C'est un film qui est passé complètement à côté de son public. Est-ce qu'il a bien été vendu? Pas bien vendu? Je me souviens plus trop de comment il avait été vendu à l'époque, ou alors peut-être que le sujet n'a pas intéressé les foules, malgré le nom de Ron Howard sur l'affiche quand même. Et Frank Langella est fabuleux, Michael Sheen pareil, c'est un grand duo d'acteurs que vous allez voir dans Frost Nixon, donc je vous le recommande chaudement. Alors je passe très rapidement sur Les Évadés, donc j'avais fait la chronique dans une vidéo consacrée à Stephen King, je vous invite à aller la voir. Évidemment que j'adore ce film, c'est un film qui n'a pas bidé totalement, parce qu'il a rapporté quand même un peu d'argent, mais pour le film que c'est, pour le chef-d'œuvre que c'est, oui, on peut dire que le film n'a pas rencontré non plus son public à l'époque, c'est bien dommage. Les Évadés, donc à voir évidemment pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film qui aurait mérité bien plus de succès, bien plus même de gains aux Oscars, hein, disons-le, même s'il avait été nominé, mais c'est un film malheureusement qui n'a pas rencontré son public à l'époque. Je vous invite à aller voir ce que j'en pense dans la vidéo consacrée à Stephen King. Troisième film de cette sélection. In the end, you will thank me. Wow! Wow! Fight Club, réalisé par David Fincher. Alors, pourquoi j'ai mis Fight Club dans cette vidéo? Ce n'est pas forcément un bid absolu, attention, car le film a coûté 60 millions de dollars et qu'il en a rapporté 100 millions. Donc ce n'est pas un four, mais par rapport à ce que peut faire David Fincher, sur un Seven, il peut te faire plus de 300 millions de dollars de recettes. Sur un Panic Room, il peut te faire 200 millions de dollars de recettes. Et quand tu vois ce qu'est Fight Club maintenant, ce qui est devenu, le statut qu'a acquis ce film, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il a rapporté que 100 millions de dollars? C'est un film qui aurait dû cartonner. C'est peut-être le film le plus emblématique de son auteur, peut-être le film le plus dingue de David Fincher, celui peut-être même que les gens préfèrent. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est vraiment mon film préféré de David Fincher. Et le truc, c'est que le film, à l'époque, n'a pas rencontré son public, suite quand même à une réception semi-désastreuse, c'est-à-dire que c'est un film qui a énormément clivé, il y a des gens qui aimaient, les gens qui détestaient à l'époque, et pareil pour la presse, tu as une petite partie de la presse qui a aimé le film, et puis une grosse partie de la presse qui a complètement détesté. Mais pour moi, Fight Club, c'est un film important parce qu'il va poser les bases de comment on va raconter un pamphlet à Hollywood, la façon dont David Fincher va le raconter. Tout le monde va suivre cette façon de la raconter en fait. Et pour moi, David Fincher pose réellement les bases. C'est-à-dire que David Fincher aurait pu singer Kubrick, pour Orange Mécanique par exemple, il aurait pu singer énormément de réalisateurs qui ont fait des films pamphlétaires, mais justement l'intelligence de David Fincher, c'est que il a adopté son propre style, il a voulu raconter cette histoire de sa manière à lui. C'est un film évidemment qui va beaucoup raconter sur nous, sur notre rapport avec la société de consommation, etc., etc. J'en passe les meilleurs, parce qu'il y a énormément de thématiques très importantes dans ce film, qui racontent énormément sur nos sociétés. Mais évidemment, ce film à l'époque de sa sortie va totalement diviser, les gens ne vont pas forcément le capter. Donc on va faire un petit tour des mauvaises critiques, parce que c'est ce qui est intéressant, surtout sur ce genre de film, qui maintenant est considéré presque comme un chef-d'œuvre, disons-le. David Fincher ne possède pas les moyens de son ambition, son film est un objet étrange et assez antipathique, très proche de Tueur né d'Oliver Stone, qui lui aussi ressemblait à ce qu'il voulait dénoncer. David Fincher ne fait que fantasmer sur Tyler son reflet idéalisé, il aimerait être un agitateur, un trouble-fête, sauf qu'il n'agite pas grand-chose au final, excepté du vent et quelques effets de mode. Alors évidemment, je ne serais absolument pas d'accord avec cette critique, parce que ça renvoie à ce que je disais avant, ce n'est pas juste des effets de mode, c'est-à-dire que quand on voit le film, on peut croire que oui, la façon de monter son film, la façon dont il va filmer, même les couleurs utilisées, etc., on peut croire que tout ça est un effet de mode, mais en vérité non, ce n'est pas un effet de mode, parce qu'un effet de mode ça passe, ça ne reste pas. Alors qu'on voit bien que là, énormément de réalisateurs de films, de séries ont repris ce que j'appelle un peu le mode Fight Club, c'est-à-dire cette façon de mettre en scène, cette façon de réaliser, cette façon même d'utiliser la voix off, et puis même on va avoir quand même beaucoup de twists un petit peu à la Fight Club. Je ne raconte pas le twist évidemment pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on va avoir quand même pas mal de twists à la Fight Club, beaucoup de choses vont nous faire penser à Fight Club. Donc non, ce n'est pas un effet de mode Fight Club, c'est un film au contraire qui a
posé les bases, qui a marqué et qui va marquer énormément de réalisateurs à venir après. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. Film raté, mais peut-être aussi dangereux, qui abandonne le spectateur à la violence assez malsaine de certaines scènes et au délire fasciste de ses personnages. Et donc je finirai par la dernière critique qui rejoint un petit peu ça. Fight Club n'est pas plus nazi que fasciste, tout bonnement anarcho-nauséabond, débectant, dangereux car porté par le talent. Alors, par rapport à ces deux critiques, je te laisse imaginer si Fight Club sortait maintenant. Mais ce serait un désastre. C'est-à-dire que si Fight Club sortait maintenant, et là je vais le comparer un petit peu avec Joker. Joker, quand il est sorti il y a 1 an, il a créé ses petites indignations quand même. Tu avais une grosse partie de la gauche américaine qui disait que c'était un film de droite, voire même d'extrême droite, Joker. Je te laisse imaginer Fight Club qui sort maintenant. Je crois que ça passerait, mais absolument pas. C'est-à-dire qu'il serait taxé de films nazis, de films d'extrême droite, de films totalement nauséabonds, etc., comme il a été qualifié. Mais là, c'était 1 ou 2 critiques. Là, je suis sûr que Fight Club sortirait maintenant, il se ferait mais défoncer de partout. T'imagines, avec toute la bien-pensance qui nous envahit petit à petit, la censure de partout, alors que justement, c'est un film pamphlétaire qui va aller contre la censure, qui va dénoncer ce système de censure également un petit peu dans Fight Club. Et le truc, c'est que tu vois bien que ce film-là ne pourrait plus sortir maintenant. C'est impossible. Alors, il se ferait mais tailler un costard de partout. Et on voit bien à l'époque qu'il y a pas mal de journalistes qui n'ont pas compris, finalement, à mon sens, le sens du film Fight Club en le traitant de film fasciste. Anarchiste, oui, quelque part, oui, il y a un côté un peu anarchiste, comme Joker l'est également, bien sûr. C'est pas forcément un gros mot, et puis ça veut pas forcément non plus être que de gauche d'être anarchiste, on peut être anarchiste de droite, on peut être anarchiste de gauche. Bon bref, c'est un film passionnant évidemment, Fight Club, c'est un film sur lequel on voudrait s'attarder pendant des heures et des heures, tellement il y a de choses à dire. J'y reviendrai peut-être un jour d'ailleurs dans une vidéo, en tout cas si vous n'avez pas vu Fight Club, ce n'est pas un film qui a totalement bidé, mais c'est un film qui normalement aurait dû faire beaucoup plus, vu le statut maintenant qu'il a acquis. Dernier grand film de cette sélection qui a totalement bidé. L'homme bicentenaire. Regarde ce que je suis en train de faire. J'essaie de devenir quelqu'un, moi. J'essaie d'accomplir ma destinée. L'homme bicentenaire, réalisé par Chris Columbus et réalisé en 2000 avec Robin Williams. Alors je vous laisse imaginer 100 millions de dollars de budget, 87 millions de recettes au box-office, donc c'est un four. Et pourtant, il y avait tout pour plaire. Il y avait Chris Columbus, qui sortait évidemment du succès de Mrs. Doubtfire, Robin Williams, et produit par Touchstone, donc par Disney. Et adapté d'une nouvelle de Isaac Asimov, donc le cycle des robots. Donc il y avait tout évidemment pour cartonner, mais malheureusement ce film va totalement bider, alors que pour moi, c'est un grand film de science-fiction. Alors attention, on n'est pas dans de la science-fiction à la Blade Runner, à la Matrix, enlevez-vous ça de la tête. On est dans une espèce de fable très belle sur un robot qui veut devenir humain, avec tout ce que ça comporte, de grande musique, de bons sentiments. Est-ce que le film n'est pas un peu mièvre? Oui, mais des fois il faut assumer un petit peu ce côté-là. C'est bien aussi de temps en temps. Et puis surtout, là, je trouve que ça s'y prête. Andrew, c'est vraiment délicieux. Merci, monsieur. C'est la gerbe. Gerbe? Il n'y a pas de blé dans le poulet. On va avoir un film qui va, comme ça, nous raconter le temps qui passe, à travers une famille donc qui va acheter ce fameux robot donc campé par Robin Williams, ce robot qui petit à petit va se découvrir une âme et qui va vouloir devenir humain. Et donc on va avoir également à côté de ça en parallèle la famille donc qui a acheté ce robot, donc le père interprété par Sam Neill, qui va également évoluer de son côté. On va voir les gens vieillir, on va voir les gens mourir. C'est un film qui va nous renvoyer à notre propre existence et on voit bien que Chris Columbus, c'est peut-être son film le plus mature. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est un film triste, c'est un film mélancolique. On va voir les enfants évoluer, les enfants qui vont eux aussi donner d'autres enfants, qui vont aussi évoluer, etc. Et tout ça sous l'œil témoin en fait de ce robot Andrew interprété par Robin Williams qui veut absolument à un moment donné devenir humain. C'est touchant, c'est poignant, c'est drôle aussi quand même, mais on n'est plus du tout du côté de Mrs. Doubtfire, faut vraiment s'enlever ça de la tête. Là, on a l'impression vraiment que Chris Columbus veut faire son premier vrai film mature, même si on n'est pas non plus dans un film mature à la Blade Runner ou n'importe quel autre film de SF, faut se calmer, mais on est vraiment, pour moi, à son niveau à lui, si tu veux. On est loin des Harry Potter, on est loin de tout ça, et il y a cette volonté vraiment de faire un film un peu plus adulte et un peu plus mature, beaucoup plus triste aussi. Robin Williams, ce rôle lui colle à la peau, parce que vraiment c'est un rôle qui lui correspond totalement. Je vous recommande vraiment ce film, c'est un film que j'ai du mal à revoir parce que c'est un peu le syndrome mythique, quoi. Il est beau, des fois il y a un côté un peu, ça me brise le cœur, quoi, de le regarder, parce que
c'est triste, c'est très mélancolique, mais je trouve que c'est un film extrêmement réussi. Voilà, L'homme bicentenaire, un film qui a totalement bidé. La production design est superbe, la direction artistique est superbe. On a vraiment l'impression d'être projeté quelque part dans le futur. La VF aussi est très bonne. Je vous recommande vraiment L'homme bicentenaire si vous ne l'avez pas vu. Ça fait partie pour moi de ces grands films qui ont bidé, malheureusement. C'est un très beau film, vraiment dans la lignée des grands films hollywoodiens pour moi. Donc voilà, L'homme bicentenaire. Voilà pour cette sélection de 4 films. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!